Fin mai 2002. J'obtiens mon bac pro de technicien de maintenance en audiovisuel. Je m'octroie une semaine de repos et j'entreprends des recherches d'emploi dans le domaine précité. En un mois, j'ai envoyé 120 lettres de candidature. La seule qui se concrétisa par une embauche fut celle que j'avais expédiée à la société Éclair. Je précise que c'est suite à une erreur d'intitulé que j'avais posté mon courrier à Éclair. En effet, dans le bulletin des entreprises de la ANPE, Éclair figurait à la rubrique électronique, alors que cette boîte devait avoir sa place dans le département électricité industrielle. Je passe mon entretien d'embauche avec Ponce, le patron. Je me rends compte de l'erreur, mais j'accepte l'offre quand Ponce m'annonce le chiffre d'un salaire mensuel nettement supérieur à celui de beaucoup d'emplois dans l'électronique. Je note au passage le fait que les gens qui bossent dans l'électronique sont généralement sous-payés par rapport aux connaissances techniques que l'on exige d'eux. J'ai donc passé 2 ans à bouffer la poussière de métal des aciéries Solac à Florange, 2 ans à supporter certains collègues de travail, 2 ans à apprécier le sens de l'humour de certains autres, 2 ans à grimper les interminables marches des escaliers menant au pont roulant où nous devions nous occuper de remplacer les éléments défectueux des moteurs, des contacteurs, des freins, etc. Et naturellement, au bout de 2 ans, je fus licencié de l'entreprise Éclair, motif officiellement invoqué, incompatibilité d'humeur avec ses collègues de travail, ce qui n'était pas tout à fait faux. En décembre 2004, j'écrivais une lettre à Amélie Nothomb, une romancière belge installée à Paris et qui a son nom dans le Petit Larousse. J'avais lu un interview dans le journal dans lequel elle répondait personnellement à toutes les missives de ses lecteurs. Ma première lettre avait donc pour but de vérifier ses dires, tout en espérant instaurer une relation épistolaire amicale et pourquoi pas professionnelle. Voici donc cette première lettre. Madame ou Mademoiselle Amélie Nothomb. Votre nom évoque pour moi le souvenir ensoleillé, d'après-midi ensoleillés, passés dans des parcs toujours aussi ensoleillés, assis sur des bancs à lire vos œuvres. Il évoque également le souvenir plus douloureux de mon immobilisation plâtrée et de ma tentative désespérée de partager ma passion de la lecture avec des primates congelés. Je suis littéralement fasciné par vos ouvrages autobiographiques. Il semblerait que vous ayez vécu plusieurs vies en même temps, tellement vos livres relatent diverses aventures égrenées au fil des voyages qui forment la jeunesse et déforment les valises. Le liquide encéphale qui baigne dans votre tête doit être constitué de substances chimiques dont l'absorption serait condamnée par la loi. On me dit que vous répondez personnellement aux courriers des lecteurs. Cela me semble dément vu le nombre d'aficionados qui vous écrivent régulièrement. En ce qui me concerne, une réponse de votre part comblerait de joie mes neurones atrophiés par les rigueurs de cet hiver si dur, si long, insoutenable, interminable. À toujours sur les rêves. La réponse arriva 15 jours plus tard. Paris, le 4 du 1 2005. Cher Christophe Faber, on me dit que vous répondez personnellement au courrier des lecteurs. Cela me semble dément vu le nombre d'aficionados qui vous écrit régulièrement, me dites-vous dans votre lettre du 25 du 12. Vous avez raison, c'est dément. Ne me demandez pas comment j'y parviens, je l'ignore. D'autre part, comment faire autrement quand on reçoit un courrier aussi sympathique que le vôtre? C'est cela la vraie question. L'hiver mosellan est-il si atroce que vous le dites? Quelque neige ne l'a-t-il pas embelli? Si vous m'écrivez à nouveau, dites-moi plus sur vous, si vous y consentez. Que la nouvelle vous soit douce, Amélie. Je répondis dans la quinzaine de jours qui suivirent. M. Amélie Nothomb. Non seulement vous répondez à ma lettre de votre propre main, sans vous me contenter d'un courrier froidement ordinatarisé, mais vous le faites avec une rapidité qui m'a totalement déconcerté. D'autant plus que j'imagine la dame en question constamment entre 2 trains, 3 aéroports, 4 conférences. C'est muni d'une paire de moufles que je me permets de vous répondre tout aussi rapidement. Si mes doigts sont gelés par la froideur de cet hiver mosellan, si atroce, si effroyable, si épouvantable, si mon corps a froid, mon cœur, lui, se réchauffe de votre missive. Mais assez d'humour douteux et de sentimentalisme exacerbé, vous me demandez de parler de moi, et je vais le faire le plus sincèrement possible, même si mon style est très imagé. L'histoire du filtre.
Chez certaines personnes, il existe un filtre posé entre elles et la réalité. Ce filtre est présent chez moi et il m'empêche d'être vraiment heureux ou malheureux. Lorsqu'il est en place, je vis dans une sorte de quiétude nonchalante. Peu à peu, il se retire et je ressens le monde extérieur comme une agression permanente. Puis le filtre reprend ses droits et c'est le retour à la torpeur doucereuse. Le filtre se déplace à nouveau et c'est alors une réalité merveilleuse de simplicité qui m'apparaît. Et ainsi de suite, au fil des jours et des ans, l'histoire du filtre se répète incessamment. Ce que j'aimerais, c'est être le maître de ce filtre, avoir le pouvoir de sa mise en place et de son enlèvement. Car cette protection me permet d'être protégé des agressions du monde extérieur et cette réalité est vraiment merveilleuse de simplicité. PS, excusez mes fautes d'orthographe et notamment de terminaison, mes préoccupations actuelles ainsi que de lointaines études dans le domaine technique m'empêchent d'être véritablement efficace au sujet de mes fautes d'orthographe et notamment de terminaison qui n'existeraient même pas si je n'avais pas mes préoccupations actuelles et si j'avais fait d'autres études. Amicalement, Christophe. Amélie Nothomb attendit le 21 août, jour de la Saint-Christophe, pour me répondre ainsi. Paris, le 21 du 8 2005. Cher Christophe, c'est aujourd'hui la Saint-Christophe, bonne fête. Votre lettre du 30-01 consacrée au filtre fut relue maintes fois. C'est une langue imagénique que la vôtre. Êtes-vous photographe? Cordialement, Amélie. Cette correspondance a duré jusqu'en février 2008. Juillet-août 2005, je prépare mon exposition de peinture au Parlement européen du Luxembourg qui aura lieu du 5 au 23 septembre. Je contacte Christian Collin, un journaliste, afin de lui faire paraître un article dans le journal. Voici un extrait de l'article. L'incohérent assemblage de photographies et ma vision de l'art pictural s'inscrivent dans ma logique de créer une organisation aléatoire à partir d'un chaos. Fidèle à ce principe, je réalisai l'affiche de l'exposition. Je pris un certain nombre de photos de mes œuvres et les collai sur un fond jaune, suivant une organisation plus ou moins chaotique. Cette affiche eut beaucoup de succès. Lundi 5 septembre 2005, je charge ma voiture de mes œuvres, je rejoins Anne-Marie Kinder, qui travaille au Parlement et qui m'a branché sur l'expo. Je la suis sur la route menant au bâtiment 4D, lieu de l'événement. Nous nous occupons des formalités administratives et j'installe mes peintures. Cette première journée se déroule sans incident notable. Je rencontre M. Risico, le responsable des lieux. Mardi 6 septembre, un barbu d'une cinquantaine d'années semble apprécier mon travail. J'engage la conversation, il me dit être originaire de Florence, me parle de Botticelli, il qualifie mon œuvre de philosophie visuelle, me demande si ma démarche est droite ou plutôt en zigzag, ce à quoi je ne sais quoi répondre. En conclusion, il me dit qu'il reviendra un autre jour pour parler avec moi. Il n'est jamais revenu. Mardi 7 septembre. En milieu d'après-midi, une jolie Hollandaise d'une trentaine d'années regarde un de mes tableaux. Je me présente, je lui parle de la jeunesse de mon œuvre intitulée « À la conquête de la Lune ». Je lui explique l'influence de la lecture du livre « Journal d'un fou » de Nicolas Gogol. Elle me demande si je vends cette peinture et combien. Je lui réponds 150 €. Elle me réplique « Ok, si vous pouvez passer dans mon bureau plus tard pour me livrer votre tableau, j'aurai l'argent. » Je me retrouve donc dans le bureau de la charmante Batave 1 heure plus tard. J'accroche mon œuvre à l'endroit qu'elle désire, elle me donne l'argent, et dans la conversation qui s'ensuivit, je comprends qu'elle souffre de solitude. Je suis quelqu'un qui non seulement est à l'écoute des problèmes des gens, mais qui essaye toujours d'y apporter une solution. Je propose donc de lui offrir un verre à la sortie de son travail, elle accepte. Je me retrouve par le fait en galante compagnie dans un café de Luxembourgville à quelques heures après. Elle commande un café, moi un Jack Daniels. Je lui parle de ma vie d'artiste et de prolétaire. Elle me raconte son existence passée à Amsterdam. Elle me dit qu'elle a une sœur artiste plasticienne qui habite New York. Puis la conversation s'épuisant, elle me dit connaître un bel endroit en forêt où nous pourrions nous balader. Je suis d'accord. Nous prenons ma voiture, sortons de la ville, et après une succession de petites routes campagnardes, nous arrivons à destination. Une fois à l'extérieur de mon véhicule,
Ingrid Van Veen, puisque c'est son prénom et son nom, me prend la main. Et c'est de cette façon que débuta ma nouvelle histoire d'amour, une romance qui allait nous mener à New York, chez Ida Van Veen, la sœur d'Ingrid. Les deux poésies qui suivirent ne sont pas dans la chronologie de l'histoire. Elles ont été écrites aux alentours des années 1980-1982. Je n'ai pas trouvé d'autre endroit pour les placer. Mère, ci-dessous, ne s'adresse pas à ma propre mère, c'est une dérive imaginaire sur une autre mère. Mère, tu portais un fœtus en tes flancs, ce petit être te semblait insignifiant. Tu l'as nourri et de ton ventre est sortie la chose qui devait justifier ta vie. Mais cruelle fut ta déception, lorsqu'en repoussant tes désirs de possession, l'enfant grandissant s'est détourné du chemin que tu lui avais tracé. Tu as donné la vie et orgueilleusement, comme le Créateur tu as cru vainement, pouvoir façonner de tes mains la destinée d'un être humain. Pauvre victime de tes chimères, te voilà devenu bien amer. Solitude. Déjà dans mon enfance, j'avais l'habitude d'avoir pour compagne cette solitude, dans laquelle je me réfugiais quand j'étais là, d'entendre les discours de ces adultes plats. J'avais bien sûr des compagnons de mon âge, pour partager la joie de n'être pas sage, mais le plus souvent j'aimais être solitaire, afin de créer ma propre hémisphère, où je permettais à mon imagination de s'échouer sur des rivages de dérision. La solitude est encore ma meilleure amie, sans aucun problème, elle m'a toujours compris. Dans ce monde malade, trop peu sont les gens qui accepteraient d'héberger le mendiant, passant tristement devant les portes des maisons, hermétiques aux choses condamnées sans raison. Je veux fuir ces personnes vivantes emprisonnées et vivre avec ces fous de la liberté, constamment pourchassés par ces lois humaines qui ont répandu hideusement la haine, pour isoler entre eux tous les libertaires qui s'éteindront tous peu à peu solitaires. Voilà pourquoi je crèverai seul au monde en portant ma solitude dans ma tombe.